dans une perspective de 10 à 15 ans, il faut venir à une réforme du système électoral. Et aussi concernant l'élection du Premier ministre, pour moi et pour notre parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Marc Ruppert, qui est le président de Focus, un parti politique qui a été créé en 2022. Soyez le bienvenu. Bonjour. Donc, vous êtes professeur d'histoire et donc vous avez lancé ce parti, donc Focus. On en a un peu entendu parler pendant les élections qui ont déjà eu lieu pratiquement il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez rappeler aux gens qu'est-ce que c'est le parti Focus? Donc, le parti a été créé en 2022, juste après la crise Corona. C'est un parti qui, d'un côté, a ramené des gens qui étaient déjà actifs dans la politique de nous rejoindre, de rejoindre un nouveau parti. Et il y avait aussi beaucoup de gens qui ne faisaient pas de politique du tout, qui voulaient s'engager dans un nouveau projet. Et je pense que tout le monde qui s'est engagé avait la même idée dans la tête de s'engager dans un parti qui a une autre approche peut-être que les grands partis qui existaient déjà, une approche plus directe, participative. Et aussi de s'engager dans un parti qui a quand même le courage de thématiser des sujets que les grands partis ne veulent pas vraiment toucher dans le fond. Donc, vous pensez à quel sujet, par exemple? Ça va du logement à la participation. Donc, si on voit en quelque sorte notre programme électoral, surtout celui de 2023, on a touché tous les sujets, quoi. Tous les grands sujets, on les a traités. Mais il y en avait toujours 1 ou 2 points qui étaient un peu plus marquants, qui étaient vraiment catchy, disons qui allaient plus loin que les grands partis, quoi. Alors, si on prend les sujets que vous avez évoqués, on commence par le logement. Ouais. Je pense que c'est quand même un sujet qui est traité par tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire différemment? Est-ce que c'est dans le traitement? On sait que M. Glauden vient régulièrement à la gare pour constater les dégâts. Qu'est-ce que Focus va faire différemment si un jour il est, par exemple, représenté au Parlement? Le grand point qu'on thématisait dès le début, c'était l'offensive d'amphithéose. Donc, que l'État, déjà, il est en possession de beaucoup de terrains, mais qui ne sont pas construits parce qu'il y a des démarches compliquées, tout ça. Et à côté de ces terrains qu'on peut très facilement intégrer, qu'on peut très bien construire, d'intégrer d'autres terrains qui sont en dehors du périmètre, dans des zones bien définies. On ne va pas ouvrir tous les périmètres à tout endroit, mais il faut bien définir où se trouvent des endroits, des communes où on peut, point de vue transport et tout ça, on peut développer davantage les communes, le logement, et de vraiment faire sur des terrains qui appartiennent à l'État des constructions rapidement à coût modéré, quoi. Alors là, vous rejoignez Marc Giorgetti, que j'ai interviewé la semaine dernière et qui me disait qu'il y a 3 millions de mètres carrés qui devraient être extrêmement faciles à construire si l'État, mais surtout les communes s'y mettent. Donc, la question suivante, c'est comment est-ce que vous pensez pouvoir obliger les communes à changer leur mode de fonctionnement? Parce que visiblement, pour l'instant, tout dure des années et des années. Et effectivement, on devrait construire en principe 5000 logements par an. Je pense qu'en ce moment, on est plutôt vers une moyenne de 1000. Ouais, il faut mettre de la pression. C'est clair que les communes, comme avec tous les sujets même je dirais les sujets de gens qui rejoignent le pays, qui demandent l'asile, tout ça, qui seront relogés dans les communes. Il n'y a aucune commune qui veut toucher à ça parce qu'ils ont toujours peur de perdre leurs électorats dans la commune elle-même. Donc, ce n'est pas la commune elle-même qui peut décider ou qui peut vraiment prendre l'initiative elle-même, c'est vraiment l'État. C'est l'État qui est là pour ça, pour naviguer, pour trouver des solutions avec les communes, soit en leur offrant des avantages, en leur donnant un soutien financier, soit de mettre la pression, vraiment dire, voilà, il faut trouver des plans, et ça concerne non seulement le logement, il faut trouver des plans à longue vue, et il faut se mettre d'accord entre partis, et surtout au niveau national. Si on veut achever ces plans, on peut trouver des moyens. Surtout logement, on parle depuis des décennies, depuis 30, 40, 50 ans. Donc là, c'est toute urgence de faire des plans sur 15 ou 10 ans avec les communes et de trouver des moyens à faire avancer les choses. Donc, de sortir des cycles électoraux luxembourgeois, si on parle du Parlement, c'est 5 ans. Les prochaines, c'est en 2028, c'est dans pas très longtemps. Finalement, le temps passe très, très vite quand les choses n'avancent pas. Donc, vous proposeriez finalement de faire un consensus entre les partis sur une décennie ou plus
pour avoir, j'ai envie de dire, une vision sur l'intérêt supérieur du pays? Ouais. C'est peut-être la grande faiblesse des démocraties. C'est la grande force, mais aussi la grande faiblesse, c'est les élections. Tous les 5 ans, avoir des élections, sachant que les partis sont là pour être élus, et ça freine déjà. Après les élections, les 6 premiers mois, c'est des discussions, c'est des nouvelles coalitions, tout ça. Puis il y a déjà une année qui est passée, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et puis une année jusqu'à 2 années avant les élections, nouveau, tous les partis sont occupés à faire la campagne électorale. Donc il y a enfin, à la fin de compte, il y a peut-être 1 à 2 années où vraiment un État peut être productif et vraiment lancer des choses. Mais là, souvent, voilà, on n'a pas le courage. Donc sur les grands sujets, il y en a un tas. Il y a le logement, il y a la participation, il y a l'économie, il y a l'éducation aussi. Il faut faire des plans sur 10 ou 15 ans où on a 4 grands partis qui étaient dans la responsabilité ces dernières décennies, où ils se mettent d'accord sur les grandes lignes. Hein, il ne faut pas aller dans les détails, mais si on se met d'accord qu'il faut construire, je ne sais pas, 50 000 ou 100 000 ou 200 000 logements d'ici à 2045, mais disons qu'on va le faire, engageons-nous, les grands partis vont s'engager dans ce processus, et alors, au moins la direction, elle est claire. Et au moins, on ne va pas recommencer tous les 5 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 4 ans, à réinventer le monde, à réinventer les idées, à se laisser freiner par des élections, par des tendances aussi. On voit actuellement qu'il y a beaucoup aussi à l'étranger. Il y a des tendances. À un moment donné, il y a quelques années, les jeunes, ils allaient dans les rues pour démontrer pour le climat. Là, ils sont contre, complètement. Les choses, ça change, et ça change aussi avec les médias modernes, tout ça. Et moi, je pense que la politique, elle doit montrer la stabilité. Elle doit représenter, surtout pour un petit pays comme Luxembourg. C'était toujours, en fait, c'était notre point de force, toujours, de pouvoir donner l'image d'un pays quand même qui a une certaine sérieuxité et qui peut garantir un environnement stable aussi aux entreprises. Vous êtes historien, enfin professeur d'histoire, pardon. Et donc, moi j'aime bien mettre ça en perspective. Il y a quand même 2-3 données qui sont intéressantes. Si on prend la démocratie moderne, que j'estime démarrer en 1918, on sait que finalement le CSV a été au pouvoir non-stop. Je crois qu'ils ont perdu 2 ans en 1927-1928 dans ces eaux-là. C'était la même chose. Les autres étaient tellement énervés qu'ils ont juste pris le pouvoir. Ensuite, 5 ans, 60 jusqu'en 79. Et puis, ils ne l'ont pas perdu jusqu'en 2013. On sait que le premier round de Gambia, il ne s'est pas très bien passé puisque en 2018, en mai, ils étaient dans les choux, CSV était là et il a fallu une campagne de Xavier Bettel classique, de l'hypercommunication pour renverser la table. Donc, oui, il y avait cette stabilité avec parti de la droite qui est devenue CSV, mais en ce moment, c'est un peu le bordel. Et vous dites, il y avait eu 4 partis, mais c'était la première fois que les Verts se retrouvaient. On a un peu le sentiment, justement, que la politique luxembourgeoise est devenue comme dans la politique en France. Chacun se soucie plus de son avantage plutôt que de l'intérêt du pays. Comment est-ce que vous verriez ça avancer? Alors, c'est compréhensible que Luc Frieden essaye de se faire réélire, mais effectivement, à un moment donné, comment est-ce que vous allez obliger tous ces gens à se concentrer sur l'intérêt supérieur du pays? Juste pour faire encore une petite parenthèse, j'étais secrétaire général du DP à l'époque. Donc, quand ils étaient premier gouvernement gambien, j'étais pendant 2 ans assez jeune quand même. J'étais secrétaire général du parti et j'ai très bien vu comment le parti a changé avant d'être élu et en étant élu. Donc, on voit très bien que dès qu'on est au pouvoir, on a d'autres intérêts. On oublie un peu ce qu'on avait dit avant les élections. Et qu'on se freine aussi. Hein. J'ai très bien vu comment la dynamique de faire le nouveau, déjà Gambia 1 et Gambia 2, c'était autre chose. Hein. Gambia 1, il y a vraiment au début encore beaucoup. Il y a eu le référendum, c'était quand même courageux. Ouais. Bon, ça s'est mal passé, voilà. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été tenté. Il y a eu la réforme de la séparation Église-État qui était aussi assez courageux. Donc, évidemment, c'est parti sur les chapeaux de roue. Puis, à partir de 2015, après le référendum, ça s'est calmé. On a aussi pris un peu l'expérience du CSV parce qu'on s'est dit, allez, le DP veut être le parti de la stabilité. On veut être un parti d'État, quoi. Et on a complètement changé la philosophie et on est devenu plus posé, on est devenu plus luxembourgeois, disons, comme le CSV. Hein. C'est une copie
aujourd'hui encore plus peut-être. Pour éviter les polémiques, voilà. devenir maître. Donc, comment échapper à tout cela? Je reviens sur ce que je viens de dire. Pour moi, c'est vraiment se mettre d'accord qu'on a un intérêt aussi politique commun de faire avancer le pays, de le moderniser, et le faire attractif. Hein, et aussi de défendre la place financière et tout ça. Et de se mettre d'accord sur des grandes lignes qui représentent cet intérêt. Et de travailler tout le monde ensemble dans une même direction, disons, en fixant des buts communs. Je pense que ça donne une stabilité et en même temps une sorte de quand même modernisation forcée. Et puis il y a aussi d'autres sujets qu'il faut entamer, c'est la participation de tout le monde qui fait partie de cette dynamique du Luxembourg donc on paye des taxes, on n'aurait un droit de vote. Ça peut-être, dans une perspective de 10 à 15 ans, il faut venir à une réforme du système électoral. Aussi concernant, ça c'est aussi un autre souci, aussi concernant l'élection du Premier ministre, pour moi et pour notre parti, il faut avoir une deuxième élection le jour des élections, une fois le Parlement et une fois le Premier ministre. Okay. Pourquoi? Ça peut redonner aussi au Parlement un certain dynamique, parce que le Parlement aussi, il est un peu mis dans des chaînes, parce qu'il n'y a pas de dynamique non plus. Hein. Et les députés, une fois qu'ils sont élus, ils font leurs photos, comme les ministres aussi, mais moi, les ministres, ils ont des dossiers concrets sur lesquels ils travaillent. Et souvent, les députés, pendant 2-3 ans, ils peuvent se calmer, ils vont dans les séances, ils font des photos, tout ça, mais ça reste assez calme. Et je l'ai aussi vu du point de vue du DP, aussi les députés, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'influencer vraiment activement la politique, parce que c'est les ministres qui donnent la direction. Et les députés, ils sont supposés à donner leur soutien aux grandes directives qui sont définies par les ministres. Une fois qu'on a un Premier ministre qui est élu séparément, peut-être que ce n'est pas son parti qui a la majorité dans le Parlement, mais il doit trouver d'autres politiciens, d'autres partis, peut-être même plusieurs partis, pour faire son équipe de ministres. Et ça peut l'emmener à choisir quelqu'un pour l'économie qui vient d'un autre parti, complètement d'un autre parti, mais d'un parti où il juge, ils ont quand même des idées très dynamiques, je veux avoir une partie de ces idées dans mon gouvernement. Et je vais chercher encore un ministre d'un autre parti. Après, il faut avoir le Parlement derrière soi. Hein. Sans Parlement, on ne peut pas faire la politique. Mais ça peut mener à une équipe disons, de ministres plus colorés qu'aujourd'hui, peut-être aussi plus dynamiques, et un Parlement qui a quand même plus de pouvoir, parce qu'il y a aussi peut-être d'autres partis qui ne sont pas les 2-3 grands partis, qui sont quand même représentés avec un ministre dans le gouvernement. Donc on appellerait les électeurs les mêmes à revoter une deuxième fois pour élire typiquement le Premier ministre. Voilà. Au lieu d'informateurs, on redemande aux gens. On sait que théoriquement, ça devrait être du coup le CSV, puisque le CSV il gagne toujours le vote. Ouais. Et après, bon, en 2013-2018, ils se font avoir parce qu'il y a le jeu des coalitions. Ouais. Mais si on demandait juste éliser un Premier ministre, mathématiquement, je pense que ça tomberait sur le CSV. Peut-être qu'on aurait Xavier Bettel toujours comme Premier ministre avec une élection, donc 2 élections. Hein. Une élection aurait été Premier ministre, Luc Frieden, Xavier Bettel et Paulette Lénard et tous les autres, ça me tense. Peut-être que Xavier Bettel, il aurait gagné contre Luc Frieden. La différence de vote CSV-DP, elle est énorme. Donc oui, vous pensez sur le report point de vue sympathie par rapport aux personnages clés des partis, ça peut très bien changer. On voit aussi avec les sondages, hein, on voit qu'il y a des partis qui ont des très bons résultats dans les sondages, mais les personnalités, parfois c'est d'autres partis. C'est vrai qu'il y a des rockstars au Luxembourg. On sait que, en fait, là aussi, c'est le système politique. Il y a beaucoup de régions qui sont impliquées et il suffit d'être le roi de Rémiche pour avoir des voix incroyables ou le roi d'une autre région du Nord. Et effectivement, ça a un impact colossal. Donc, je vois l'idée. Alors, en sous-jacent, j'entends aussi, vous savez que mon dada, c'est le accountability. J'ai l'impression que vous appelez donc les gens, à regarder au-delà de leur propre intérêt sur des durées un peu plus longues. Ça me rappelle la gouvernance de Singapour. Est-ce que vous seriez aussi ouvert à créer plus de accountability pour les gens? Vous parlez des promesses, on promet un peu de tout et n'importe quoi. Comment est-ce qu'on pourrait obliger les politiciens à tenir leurs promesses électorales? Ça, c'est une bonne question. Comment faire? Disons que
les élections, c'est le moment où les gens, a priori, ils vont juger ce que les politiciens ont fait. Mais il faut aussi savoir que les gens, ils oublient aussi beaucoup. Hein. On avait beaucoup de scandales, tout ça, ça s'oublie assez vite. Après, si on a vraiment des plans sur 10 ou 15 ans, je pense que la politique journalière, elle devient moins urgente, moins intéressante, et aussi toutes les petites histoires, là, de faire des photos et de faire des présences dans tous les petits trucs, ça devient moins importante si vraiment on peut juger des politiciens qui s'engagent à achever des buts qui sont vraiment fixés à longue vue, et aussi les partis, surtout aussi les partis, parce que les politiciens, ça peut changer en 15 ans. Mais si les grands partis se mettent d'accord sur les grandes lignes politiques, ils ont vraiment la responsabilité aussi de trouver peut-être des politiciens qui sont capables d'achever ces buts. Parce qu'après, ce serait quand même un grand blâme si des partis s'engagent à achever des buts qu'ils n'achèvent pas. Peut-être qu'il faut aussi donner l'impression aux gens que la politique, c'est plus que seulement faire des jolies photos et tout ça, mais qu'il faut vraiment avoir des experts pour achever des buts qui sont un peu plus lointains que voilà, juste demain ou après-demain. On retombe sur un peu Singapour. Je ne sais pas si vous regardez, je regarde régulièrement le Parlement de Singapour, où ce sont la plupart du temps des PhD qui présentent des choses sur l'AI, sur la digitalisation. Et en fait, ils expliquent, ce sont des masterclass qui expliquent pourquoi aujourd'hui, on doit changer des choses dans le pays, et donc un effort est demandé aux citoyens. C'est intéressant, je vous invite à le regarder, c'est tout en anglais. Hein. Donc c'est vraiment très facile. Donc si je résume pour l'instant, c'est essayer peut-être d'avoir une vision un peu au-delà des partis, grâce à Focus, et aider l'ensemble des partis à regarder sur des périodes plus longues que les 5 ans. Sur la partie immobilier, essayer de créer un petit peu plus j'ai envie de dire, coercition quasiment entre le gouvernement et les communes pour que les choses avancent. Et sur l'accord de coalition, vous savez qu'aujourd'hui, il a 209 pages. Peut-être avoir une petite carte de score pour qu'on puisse voir un peu les progrès qui sont faits, non seulement sur les promesses électorales, mais surtout sur le grand plan qui serait sur 10 ou 15 ans. Et aussi, ça revient un peu à la dernière question, responsabiliser. Effectivement, il faut responsabiliser aussi les politiciens. On voit beaucoup les politiciens aussi avec l'affaire Rodriguez et tout ça. On voit beaucoup de politiciens qui veulent responsabiliser des joueurs de foot et tout ça. C'est leur droit. Hein. Mais en fin de compte, je vois aussi beaucoup de politiciens qui font des fautes graves, qui ont été jugés, qui ont fait des fautes et tout ça, et qui restent quand même collés à leur siège ou qui changent de parti avec leur siège et tout ça. C'est vraiment la politique, là pour l'instant, je comprends tous les gens qui me disent l'image que la politique donne de soi, pour l'instant, c'est pas la meilleure. Hein. Point de vue, les grands sujets, on n'avance pas vraiment. Point de vue, comportement, scandale, tout ça, il y en a beaucoup. Et donc, je comprends très bien que les gens, j'espère, du moins pour nous, qui sont à la recherche peut-être d'un projet politique qui a vraiment vocation d'être honnête, et on l'a fait déjà pour les dernières élections, on avait des sujets où beaucoup de gens nous ont dit on va pas vous élire. Si vous nous parlez de participation des étrangers, si vous parlez de réformes qui peuvent aussi faire mal, on va pas vous... Mais nous, on va continuer sur cette piste parce que c'est une piste avec laquelle on se sent à l'aise parce qu'on thématise des trucs qui sont urgents, quoi. On ne peut pas passer le temps à... C'est un programme de conviction et pas un programme d'élection. Je vois bien l'idée. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir un appétit. Surtout que, peut-être pour conclure, on revient encore une fois à l'histoire. Je lisais il n'y a pas longtemps un livre d'histoire luxembourgeois et il y avait l'arrière-grand-père d'Elisabeth Marg, hein, qui est Nicolas Marg, qui était historien, qui disait en 1939 finalement que la crise économique avait permis quand même de se débarrasser un petit peu de travailleurs étrangers parce qu'il y en avait trop dans le pays. Et je pense qu'à l'époque, on était 1 sur 6, alors qu'aujourd'hui, on sait que sur 4 travailleurs, il y a un seul qui est luxembourgeois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque sous-jacent au Luxembourg, parce que la réalité économique est en train de nous rattraper, de voir finalement le Luxembourg se recroqueviller sur lui-même et d'observer ce type de discours qui était en 1939, il y a eu la même chose en 1972, où quand l'économie va mal, on commence à compter les vrais luxembourgeois, les luxembourgeois d'adoption et les non-luxembourgeois. Évidemment, ça serait désastreux pour l'économie luxembourgeoise. Ouais. Et on voit même avec l'histoire des pensions, Tout à fait. où tout le monde veut garder ses propres privilèges, c'est de bonne guerre, mais
on ne fait pas vraiment l'analyse sur un niveau, je dirais, qui fait avancer les choses. Il faut bien savoir que pour financer notre système de pension, on a vraiment besoin de gens qui travaillent, qui payent, qui sont actifs. Et c'est surtout des étrangers qui viennent travailler au Luxembourg. Et on ne peut pas demander un montant plus élevé pour la pension, ne pas travailler plus longtemps, et en même temps dire qu'on ne veut pas des étrangers, qu'on est débordé avec tous les étrangers qui viennent travailler au Luxembourg. Et moi, je vois très bien avec ma seconde passion, je donne des cours d'éducation de la citoyenneté politique dans le lycée. Et je vois très bien quand on explique ça aux jeunes aussi, qui sont très intéressés de voir aussi comment ça fonctionne. Pourquoi, en fait, a-t-on besoin des étrangers pour travailler au Luxembourg? Et j'ai l'impression, ils sont très ouverts à toutes ces questions. Une fois qu'ils ont compris, ils changent leurs attitudes. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'autres adultes qui ne vont pas au lycée, ils ne savent pas. Ils n'ont pas vraiment la notion comment fonctionne ce pays. Et la politique, elle ne se donne pas vraiment la motivation et la volonté de vraiment mener des discours qui vont plus loin que on va avoir les prochaines élections, on va essayer, ça aussi c'était un peu, je pense, l'idée du CSV. On sait bien que l'âge moyen des électeurs c'est 53 ans, 54 ans, et je suppose que l'âge moyen des électeurs du CSV est encore plus élevé. Donc certainement, ils font des réformes aussi au niveau de pension qui correspondent à leurs électorats. Et c'est ça, je reviens à la première chose que je dis, et là dans notre petite interview, je deviens encore plus convaincu que Focus doit vraiment encore insister là-dessus, aussi pour les pensions. Il faut se débarrasser de toute cette histoire, les élections vont venir, il faut satisfaire un certain électorat, parce que la thématique, et aussi pour le logement, l'économie, c'est beaucoup plus profond que simplement faire des cadeaux avant les élections. Il faut vraiment venir dans un discours plus profond et plus à moyen et long terme qu'on le fait aujourd'hui. Et là, on vient plutôt au volet économique. C'est vrai qu'il y a eu un miracle économique au Luxembourg. Je n'ai pas le chiffre exact, mais le GDP, donc le PIB, produit intérieur brut, dans les années 80, je pense que c'était autour de 5 milliards au total. Aujourd'hui, on est au-delà de 80 milliards ou juste en dessous si ça a rebaissé un tout petit peu. Voilà, c'était un miracle économique qui nous a permis à tous, pendant ces 30 années finalement, de bien vivre sans trop se soucier d'où venait l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que la finance stagne. Les assets de notre industrie des fonds d'investissement sont stables depuis 4 ans. Ouais. On est à l'identique. Et donc, effectivement, l'économie risque de nous rattraper. Et dans ce contexte-là, effectivement, c'est très important que la population soit correctement informée. Donc, c'est ça aussi un grand problème. On le voit dès l'Empire romain. Souvent, la décadence, si ça tourne trop bien pendant des années, il y a des générations qui arrivent, qui veulent profiter, qui grandissent avec une fortune, avec du pain et des jeux. Voilà. Et après, on perd peut-être un peu l'énergie pour continuer. Dès qu'on a achevé un certain palier de fortune, de bien-être, on ne fait plus les efforts comme les générations l'ont fait avant nous. Et encore une fois, c'est ça peut-être qu'il faut reprendre la dynamique. Hein. Il faut la reprendre et c'est à la politique de trouver des moyens. Et il y en a. On a tout. On a les moyens financiers. Pour l'instant, encore Luxembourg, on est attractif. On est en train de perdre, ou stagner au moins. Mais c'est vraiment d'ici aux prochaines élections, c'est vraiment le moment de relancer des trucs. Sinon. Sur ça, on est parfaitement d'accord. Voilà. Pour finir sur une note positive, rappelons-nous que le Luxembourg a été très très bon sur les 100 dernières années quand les choses allaient très mal. 1929, on a inventé grosso modo les bases d'RTL et les bases de la finance avec la Holding 29. 1972, on a vraiment posé les bases pour le secret bancaire qui est venu en 1981, même s'il a été aboli autour de 2013. Et puis 2008, finalement, ça s'est pas mal passé. C'était un des pays les plus résilients. Donc, on espère qu'on va garder cette capacité de résilience. Et je vous souhaite bonne chance avec Focus pour trouver votre place. J'imagine que l'objectif, c'est de rentrer au Parlement dans 3 ans. Oui, certainement. Bonne chance pour ça. Merci pour votre temps.